La diplomatie parlementaire peut-elle réellement peser sur la politique étrangère et les enjeux internationaux? C'est le thème de ce nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis Rachel Soumbou, votre journaliste. Bienvenue dans Women Shaping Diplomacy, votre podcast qui décrypte le monde à travers celles qui le façonnent. Dans cet épisode, je vous propose de plonger dans les coulisses de la diplomatie parlementaire en France. Quel rôle joue-t-elle dans la gouvernance de l'État et les enjeux globaux? Avec moi pour en parler, Loïc Mbungu, franco-congolaise basée à Paris. Loïc est conseillère auprès du vice-président du Sénat en France. Spécialiste en géostratégie, elle s'intéresse, entre autres, aux recompositions des rapports de force internationaux, en particulier autour des enjeux énergétiques et des dynamiques entre l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Elle est également la fondatrice et présidente du Cercle Kasaï, un espace de réflexion et de structuration stratégique dédié à des femmes évoluant dans des environnements exigeants. L'objectif du Cercle Kasaï, penser collectivement les mutations contemporaines et les mécanismes de pouvoir. Loïc, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Bonjour Rachel, merci infiniment pour votre invitation. Alors Loïc, je l'évoquais donc à l'instant, l'objectif de notre échange aujourd'hui, d'une part, c'est de comprendre l'influence de la diplomatie parlementaire dans la gouvernance de l'État français et particulièrement en matière de politique étrangère, et d'autre part, analyser l'influence des grands bouleversements géopolitiques sur la diplomatie parlementaire française. Et donc Loïc, j'aime toujours démarrer cet échange avec une question d'ordre général, comprendre déjà votre parcours. Comme je l'évoquais il y a quelques instants, vous êtes diplômé en géostratégie, sécurité nationale et défense, ainsi qu'en communication politique et affaires publiques. D'où vient votre intérêt pour les relations internationales? Concrètement, quelles ont été vos motivations à évoluer dans la diplomatie? Bon, mon intérêt est né d'un constat assez empirique, celui que le monde ne bouge pas au loin, il bouge sur nos vies. La géopolitique se voit dans les prix, dans la sécurité, dans l'énergie, dans les chaînes d'approvisionnement. Et je pense que le déclic, c'est quand on comprend que derrière chaque crise internationale, il y a aussi une chaîne de conséquences. Et il y a un repère assez parlant que nous vivons encore, c'est 2022. Je pense que tout le monde a assisté bien évidemment à la guerre en Ukraine. Nous avons vu que ça a déclenché une crise énergétique. D'ailleurs, nous sommes encore à l'intérieur. Euh, une accélération bien évidemment de l'inflation en Europe. Et déjà en 2022, l'INSEE constatait une inflation moyenne annuelle sur cette période-là de plus 5,2%. Donc voilà, on est vraiment dans du concret, dans le pouvoir d'achat, dépenses publiques et surtout coûts sur les collectivités. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que Raymond Aron disait dans son livre Paix et guerre entre les nations. Il expliquait déjà que les relations internationales sont le royaume du risque et de la prudence. Autrement dit, ce n'est pas un monde, nous ne sommes pas dans un monde de souhaits, nous sommes dans un monde de contraintes plus qu'autre chose. Donc finalement, si j'essaye de résumer ce que vous venez d'expliquer, c'est vraiment, on comprend que vous, ce qui vous a mené vers la diplomatie, c'est vraiment le contexte global au niveau international, les faits qui se sont produits. Vous avez mentionné notamment la guerre en Ukraine. Bien évidemment, ça c'était un exemple parmi tant d'autres. Je n'ai pas été diplômée en 2022, mais non, mais je parlais de choses un peu plus récentes. Mais bien avant cela, il y a des cas entre guillemets Ukraine qui ont existé bien avant 2022, mais c'était pour être un peu plus récente dans le temps. Oui, ce sont ces constats empiriques là qui moi m'intéressent en fait, voir dans quelle mesure ce que je disais tantôt, une crise internationale, quelles sont les conséquences qu'une crise internationale qui parfois peut sembler lointaine de nous, mais quelles sont les conséquences finalement sur le quotidien. Et ça, je pense que nous ne le percevons pas suffisamment ainsi tous les jours. Pourquoi le choix du Sénat finalement comme lieu d'engagement sur ces sujets plutôt que d'avoir choisi un ministère ou encore une organisation internationale? Alors c'est d'abord avant tout, bien évidemment, une question d'opportunité, avant tout.
Je pense qu'il faut être assez lucide sur cela. Après, il me faut quand même dire que le Sénat faisait partie du top 3 des institutions dans lesquelles je souhaitais entrer en début de carrière. Et ce que j'apprécie fortement avec le Sénat, c'est que il donne une vision institutionnelle et territoriale de l'État. Et puis surtout, il nous oblige à regarder comment un enjeu international devient une norme, un budget, une politique publique, et puis surtout une réalité locale. Et je pense qu'à la différence d'un ministère qui est lui plus au cœur de l'action exécutive, le Sénat est plus un lieu de temps lent, parce qu'il va questionner, il va contrôler et surtout évaluer, hein, bien évidemment. Et je pense que ça compte énormément pour sur les sujets internationaux, parce que le temps lent, enfin ce qu'on appelle le temps diplomatique, pardon, euh, est souvent plus lent que le temps médiatique. Alors, vous êtes citoyenne au final comme nous, bien que vous travaillez, hein, vous êtes en interne aujourd'hui, vous êtes au cœur même de la fabrique des lois, comme j'aime le dire souvent. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Loïc, lorsque vous avez intégré le Sénat? Et j'entends vraiment quant à la compréhension de l'État, son positionnement au niveau mondial et les rapports de force internationaux. Aujourd'hui, vous êtes vu de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a marqué en intégrant le Sénat? Bon, marqué est un mot assez fort, je Oui, trouve. Mais je dirais interpellé alors, je dirais interpellé. ce qui, oui, ce qui m'interpelle et ce que je trouve intéressant avec, euh, avec le Sénat, c'est qu'en fait, c'est de voir l'écart entre le récit et la mécanique. J'entends par là, dans le récit public, on a souvent l'impression que l'État décide de tout. L'État est une sorte de léviathan, hein, et que il impose une certaine tyrannie sur les gens qui sont qui vivent d'ailleurs dans l'enceinte même de ce léviathan. Alors qu'en réalité, certes, effectivement, l'État arbitre euh, entre droit, budget, dépendance industrielle et autres. Et effectivement, ce sont ces dépendances qui deviennent très souvent les vrais déterminants. Je prends un exemple assez précis. Après 2022, les États européens ont découvert que la souveraineté n'était pas qu'un mot, hein. C'est d'abord, avant tout, une capacité industrielle, énergétique et technologique. Sans cela, nous ne pouvons pas réellement parler de souveraineté à proprement parler. Et je trouve que le Sénat est un observatoire très utile de cette réalité-là, parce qu'il travaille sur les normes et les politiques qui structurent ces capacités-là. Et je me dis aussi que le soft power, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le soft power, ce qui a été théorisé par Joseph Nye, le soft power ne tient que s'il repose avant tout sur une puissance réelle. Je l'ai dit tantôt, économie, sécurité et surtout crédibilité. Euh, Sinon, ce n'est pas une influence, hein, ça serait que des discours. Donc voilà, en rentrant ici au Sénat, je me suis rendu compte que la politique étrangère ne se fait pas seulement avec des idées, elle se fait avec des moyens et surtout avec du temps, beaucoup de temps. Vous avez évoqué plusieurs points, Loïc, sur lesquels nous reviendrons donc dans quelques instants. Mais juste avant, en quelques mots, sans nous spoiler le tout, parce que nous allons revenir aussi dessus au fil de l'échange. Quel est votre rôle? Je rappelle que vous êtes donc conseillère parlementaire auprès du vice-président du Sénat. En quoi consiste votre rôle en quelques mots? Alors, de façon succincte, effectivement, vous l'avez très bien dit, hein, donc je travaille bien effectivement auprès d'un des vice-présidents du Sénat. Mon rôle premier, c'est de préparer la décision, donc c'est-à-dire analyser des dossiers, structurer des positions, anticiper certaines objections voilà, et traduire des sujets complexes, notamment internationaux, en arbitrage institutionnel euh, compréhensible, si je puis dire ainsi.
Alors, je vous propose qu'on se penche maintenant sur le rôle du Sénat. Et comme je l'ai évoqué en introduction, particulièrement sur le rôle que joue le Sénat en matière de politique étrangère de la France. J'aimerais que nous puissions aussi comprendre l'action des sénateurs sur la scène européenne et sur la scène internationale. Et je pense que pour bien comprendre en fait l'influence du Sénat et des sénateurs à ces différents niveaux, il est nécessaire là maintenant de revenir sur le fonctionnement du Parlement, puisque je rappelle donc à notre audience qu'aujourd'hui en France, le Parlement est bicaméral, autrement dit composé de deux chambres, la chambre haute, la chambre basse, mais je vous laisserai en tant qu'experte revenir sur ces points-là. On a d'un côté donc l'Assemblée nationale composée de députés élus au suffrage universel direct, donc par nous les citoyens, et de l'autre côté, on a donc le Sénat, élu au suffrage universel indirect par les grands électeurs, les sénateurs qui représentent notamment les collectivités territoriales. Est-ce que, Loïc, vous pourriez donc nous rappeler effectivement les rôles respectifs de ces deux chambres et surtout leur rapport respectif au pouvoir exécutif? Alors, de façon brève, l'Assemblée nationale représente, vous l'avez très bien dit, la légitimité politique directe, puisque les députés sont élus au suffrage universel direct. Et l'Assemblée nationale peut surtout engager la responsabilité du gouvernement. Le Sénat, quant à lui, représente les collectivités territoriales. Donc, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, vous l'avez très bien dit. Et surtout, le Sénat incarne davantage la continuité institutionnelle. Et il faut rappeler que dans la Cinquième République, l'exécutif est puissant, plus puissant d'ailleurs que dans les anciennes républiques. Mais il faut aussi rappeler que le Parlement n'est pas décoratif, bien évidemment. Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement et débat des grands choix. Donc voilà ce que je peux dire effectivement sur le rôle et sur euh, le rapport que le Parlement a avec l'exécutif. Et concrètement, le fait d'avoir deux chambres aujourd'hui, en quoi cette organisation bicamérale justement impacte la manière de gouverner en France? Alors, moi, je pense que ça, c'est une considération personnelle. Je pense que le bicamérisme, finalement, crée une sorte de contretemps. C'est vrai que parfois, il ralentit, oui, il faut le dire, mais il peut améliorer la qualité de la décision. En matière, par exemple, en matière internationale, ce que j'ai dit tantôt, cette lenteur peut être parfois une Mhm. vertu, parce que les engagements internationaux ont souvent des effets durables, oui. Donc finalement, on comprend en fait au regard de ce que vous évoquez que les logiques politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent différer. Vous avez évoqué donc ce temps long potentiellement, mais si on essaye d'aller plus loin donc sur cette question, quels sont selon vous en fait les principaux défis que rencontrent en fait l'Assemblée nationale et le Sénat dans leurs relations? Je pense que c'est la tension entre deux formes de légitimité. On a vraiment deux formes de légitimité qui se choquent, qui s'entremêlent, qui se croisent. Effectivement, celle de l'instant politique et celle de la représentation territoriale. Parfois, c'est vrai que ça crée des désaccords, mais ces désaccords ne sont pas des pannes. Ça fait partie, c'est inhérent au fonctionnement démocratique. Et je pense que dans un monde instable, une démocratie qui marche, c'est bien de le préciser, une démocratie qui marche a besoin d'une chambre qui pense le temps lent, sinon elle subit beaucoup trop facilement le temps court. Une fois qu'on a évoqué donc tous ces points-là, on a bien compris finalement les logiques internes entre l'Assemblée et le Sénat. On a compris donc le rôle du Parlement, du Sénat notamment dans les grandes lignes. Et j'aimerais à présent qu'on entre vraiment dans le cœur donc du sujet, comme je l'évoquais tout à l'heure. L'objectif de cet échange aujourd'hui, c'est de comprendre l'impact donc du Sénat
de la diplomatie parlementaire, on reviendra sur cette notion, donc dans la politique étrangère, donc de l'État, et aussi l'action des sénateurs sur la scène internationale. Et ma question est la suivante: comment tout justement aujourd'hui, Loïc, les sénateurs interviennent sur les enjeux internationaux, que ce soit au niveau national ou encore dans ces espaces parlementaires européens ou internationaux, et sur quel type de sujet particulièrement? Alors, ils interviennent sur quatre, enfin, ils interviennent, pardon, de quatre manières principales, notamment via le contrôle. Donc, vous avez peut-être déjà vu passer des auditions, hein, des commissions d'enquête, euh, des commissions au sens simple du terme, des évaluations. Ils vont aussi beaucoup produire des rapports, des recommandations, des propositions de loi ou autres. Il y a aussi la diplomatie, hein. Nous avons d'ailleurs dans les deux chambres du Parlement, nous avons des délégations interparlementaires, et aussi via des autorisations selon les cas, si c'est des traités, des engagements et autres. Et je pense que c'est important de rappeler une base institutionnelle claire. Euh, la constitution de la Ve République encadre l'intervention du Parlement sur les engagements militaires et, euh, et internationaux, par exemple. Donc, effectivement, le Parlement ne peut aussi faire un peu euh, ce qu'il veut. Euh, où effectivement le Parlement peut jouer dans quel espace, pardon, le Parlement peut jouer. Ben, nous avons le Conseil de l'Europe, hein. Nous avons, je l'ai dit tantôt, l'Union interparlementaire, euh, et aussi il y a forcément un travail en lien avec l'Union européenne via les mécanismes, oui, parlementaires. Alors là, vous avez parlé donc du Conseil de l'Europe. Euh, J'aimerais aller un peu plus loin encore sur cette question-là des espaces parlementaires, parce que c'est vraiment important pour nous de comprendre encore une fois comment nos sénateurs interviennent sur la scène internationale. J'ai entendu parler donc de commission des affaires européennes du Sénat, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ou encore de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, sans peut-être tout lister ou rentrer dans les détails. Qu'est-ce que vous pourriez dire donc sur la présence des sénateurs au sein de ces espaces-là? Mais écoutez, moi je pense que c'est très important effectivement que leur présence ne réside pas uniquement sur le niveau local, bien évidemment, parce que je l'ai dit en réponse d'une des questions que vous m'avez posées précédemment. euh, la géopolitique n'est pas une affaire locale, elle est une question internationale. La géopolitique se joue à l'international. Et l'Europe est déjà, ne serait-ce que juste au niveau européen, nous sommes déjà dans une dimension régionaux-internationale, si je puis dire comme ça. Et aujourd'hui, un pays comme la France est totalement influencé par les décisions. D'ailleurs, la majorité des décisions prises au niveau européen influent directement sur la France. Je pense notamment à la politique migratoire, par exemple. Aujourd'hui, la France euh, euh, ne peut pas décider seule de sa politique migratoire si celle-ci n'est pas décidée d'abord au niveau européen. Donc effectivement, c'est vrai que le fait que les parlementaires puissent avoir je dirais un pied dans ces champs-là, ça permet aussi quand même de contrebalancer, de montrer quand même aussi que chaque État, en tout cas là, sur ce cas précis, chaque État a, via ses émissaires, si je puis dire entre grands guillemets, quand même des points de vigilance, des angles morts, effectivement, qu'il est important d'aller vérifier dans ces environnements internationaux-là, oui. Tout à l'heure, quand vous avez donc exposé donc les sujets sur lesquels interviennent les sénateurs, vous avez parlé donc vous avez évoqué donc des recommandations, et concrètement, puisque on parle aujourd'hui, à l'instant, nous sommes en train d'évoquer donc l'impact on va dire le rôle du Sénat en matière de politique étrangère et aussi sur la scène internationale. Est-ce que vous auriez un exemple concret de recommandation, de projet ou d'initiative
portée par le Sénat sur ces volets-là et ayant eu un réel impact en France dans un premier temps et puis dans un second temps au niveau européen ou international? Les recommandations ne se font pas souvent par le Sénat, hein. Vous allez avoir, la production de rapports, par exemple, enfin, les façons, que le Sénat, peut intervenir via la production ne se fait pas au nom même du Sénat. Il va y avoir effectivement, ça va plutôt être avec, soit des délégations, soit des commissions en fonction d'une thématique. Je prends quelque chose, que je connais assez bien, hem, la production de rapports. Un rapport, par exemple, sur la vie chère. Nous avons une problématique aujourd'hui, sur la vie chère. Les territoires ultramarins, subissent de plein fouet, les marges des grandes distributions. Quand je parle de grandes distributions, je parle notamment des enseignes comme Carrefour, Intermarché et autres. Et la délégation sénatoriale aux outre-mer, justement, s'est saisie de ce sujet-là pour essayer de voir quels étaient les angles morts, quelles étaient les failles, pourquoi aujourd'hui être français d'outre-mer coûte plus cher qu'être français de l'Hexagone, sachant que les prix les salaires les plus bas coexistent avec les prix les plus hauts. Donc, vous voyez, on est dans une espèce de contradiction. euh, on est dans une espèce de contradiction que, en tout cas, le Sénat, euh, aujourd'hui tente de trouver solution, mais pas seul, hein, bien évidemment, le Sénat n'est pas responsable de ça. Donc, le Sénat, à travers la délégation sénatoriale aux Outre-mer, et d'ailleurs l'Assemblée nationale aussi l'a fait, le Sénat n'est pas seul, tente effectivement de trouver des solutions à cela. Et donc, ces productions-là peuvent après découler de propositions, de propositions de loi, de projets de loi. Donc, on peut influencer sur l'action du gouvernement. On peut, je ne vais pas dire, je ne parlerai pas de coercition, mais on peut effectivement mettre un peu de pression sur le gouvernement. Donc, il y a énormément de choses très concrètes selon les thématiques. Mais on aura, c'est assez long de tout détailler. Nous n'aurons même pas le temps de tout détailler. Mais voilà quelque chose de très concret, d'ailleurs de très récent sur lequel je travaille par exemple. Donc finalement, si j'ai bien compris et si j'essaye donc de reprendre vos propos, vous l'avez dit, les recommandations ne se font pas par le Sénat. Cependant, le Sénat est amené à produire des rapports sur diverses thématiques pour faciliter ensuite derrière ou impacter les décisions. Non, ce que je veux dire, c'est que le Sénat en tant que tel, en tant qu'institution, ne fait pas de recommandations. Ce sont les délégations ou les commissions du Sénat qui vont faire effectivement ces recommandations-là. Le Sénat en tant que tel lui-même ne va pas dire j'ai produit un rapport sur la vie chère. Non, ça va être la délégation sénatoriale aux Outre-mer, euh, la commission d'enquête sur, je dirais peut-être sur Betaram. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, par exemple, qui va, en tant qu'institution, qui a produit ce rapport-là. Non, c'est une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Vous voyez, il faut bien distinguer. Ça, ce sont des organes de l'Assemblée nationale qui produisent, si je puis dire comme ça. D'accord, c'est très très clair. Alors, en introduction, enfin en début d'échange, je vous ai posé la question de savoir aujourd'hui, dans les grandes lignes, quel est votre rôle, et vous avez notamment insisté hein, sur cette dimension préparation de la décision. Finalement, au regard de tout ce qu'on a évoqué par rapport donc au fonctionnement interne du Parlement, Assemblée nationale, Sénat, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous intervenez et je dirais même quelle est la dimension stratégique de votre rôle, que ce soit dans le traitement des priorités nationales ou des enjeux internationaux? Bah, je dirais avec beaucoup d'humilité que dans mon cas, la dimension stratégique, c'est l'art en fait de relier l'international au national sans forcément perdre une certaine rigueur, puisque la rigueur est quand même un élément, un caractère assez important dans le travail que nous faisons. Euh, et effectivement, concrètement, comment cela s'applique dans le cadre de mon travail, euh, je vais surtout structurer les positions, en fait. Hem, ce que l'on peut affirmer, ce que l'on doit éviter et ce que l'on peut proposer. Parce qu'on ne peut pas proposer tout et n'importe quoi. Hem, je pense que
j'apporte aussi de la méthode, quels faits, quels chiffres, quelles limites juridiques, hein, ça on l'oublie très souvent, et quels risques politiques, quels risques, quel calendrier. Parce que ça aussi c'est très important que ça puisse s'inscrire à un moment à l'agenda politique. Et je pense aussi il me faut quand même dire une certaine vérité. Euh, dans les institutions, ce n'est pas l'intelligence qui va manquer, c'est souvent la hiérarchisation. Euh, je veux dire que tout le monde a 10 urgences, a 20 urgences, on a tous des urgences. Et le rôle du conseiller, c'est de dire et de rappeler, voilà l'essentiel, voilà le risque, voilà la décision. Si je prends uniquement le travail légistique, hein, puisqu'à côté de ça, il y a aussi un autre volet diplomatique, mais on va avoir la même méthodologie de travail. Donc, de façon générale, que ce soit sur la partie légistique ou sur la partie diplomatique, mon métier, c'est d'essayer d'être clair sous pression. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que vous agissez pas uniquement, mais un peu comme un garde-fou? En toute humilité, sans doute, sans doute. Oui, je pense que c'est aussi le rôle du conseiller d'agir, oui, comme un garde-fou, absolument. En résumé, Loïc, puisque je l'évoquais encore une fois, la notion vraiment à véhiculer, hein, à travers cet épisode, c'est la diplomatie parlementaire. En résumé, comment est-ce que vous définiriez donc la diplomatie parlementaire aujourd'hui, et je dirais même qu'est-ce qu'elle nous dit concrètement de la manière dont l'État se positionne et agit à l'international? Alors, je pense que de façon brute, on pourrait dire que la diplomatie parlementaire, c'est l'action internationale des élus et des assemblées, via les contacts, les missions, les participations à des instances interparlementaires, aussi des productions politiques, hein, rapports, résolutions, recommandations et autres. Euh, Au sens académique, je pense que on peut entendre la diplomatie de façon simple, hein, si on prend juste euh, la diplomatie, c'est l'art de négocier entre les États. Euh, mais il y a une réalité quotidienne, euh, c'est que la diplomatie, c'est aussi le fait de gérer, c'est surtout d'ailleurs le fait de gérer des rapports de force, euh, de maintenir des canaux, de sécuriser des intérêts. D'ailleurs, c'est même le propre, hein, de ça, et parfois de gagner parfois et surtout gagner du temps. Euh, et la diplomatie parlementaire sert justement à ça, entretenir des liens quand l'exécutif est contraint, faire passer des messages sans forcément verrouiller une position officielle, et ramener, oui, aussi une connaissance de terrain. Et je pense que cela dit que l'État n'est pas seulement un gouvernement, hein, au sens assez brut des choses. L'État, c'est avant tout une architecture. Et je pense que dans cette architecture, le Parlement donne de la légitimité, donne de la transparence, et parfois et parfois donne aussi, pardon, une capacité d'alerte que l'exécutif n'a pas forcément intérêt à montrer. Donc je pense que de façon assez brève, oui, je pourrais dire que la diplomatie, je pense que c'est la preuve que la puissance d'un pays ne tient pas seulement à ce qu'il fait, mais surtout à la solidité de ses institutions, absolument. À présent, Loïc, j'aimerais qu'on puisse, on va dire, prendre un peu de la hauteur et revenir sur le contexte géopolitique, vraiment de manière générale. Et encore une fois, donc l'objectif là de cette séquence qui va suivre, c'est vraiment de comprendre d'une part comment les bouleversements influencent l'action du Sénat, et également avoir votre regard en fait d'experte sur ces mutations. Tout à l'heure, on l'a plus ou moins abordé, hein. Vous avez parlé donc à titre d'exemple de la politique migratoire de la France, et vous avez donc expliqué
que la France, à elle seule, ne peut pas décider en fait sur ces sujets-là, ne peut pas décider seule en tout cas sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler donc de mutation, de recomposition de l'ordre international ou encore de multipolarité, des termes qui parfois peuvent être assez complexes. Et j'aimerais justement, dans la continuité de ce que vous avez évoqué, à titre d'exemple encore une fois sur cette politique migratoire, comprendre, Loïc, selon vous, vu de l'intérieur, vu du Sénat, comment est-ce que ces enjeux diplomatiques globaux influencent à la fois la manière dont le Sénat va décider, va faire ses choix, va se prononcer sur certains sujets, et comment donc ces enjeux influencent également la manière de penser et de voir la gouvernance mondiale. Alors, je dirais que nous vivons moins une multipolarité stable qu'une transition, oui, qu'une transition conflictuelle. Et en quoi, effectivement, ça change le travail du Sénat? Bah, enfin, faut savoir que les mutations, ces mutations révèlent des vulnérabilités. Je pense qu'aujourd'hui, nul ne peut le nier, puisque nous sommes face à des dépendances énergétiques, industrielles et numériques. Et ces sujets, oui, deviennent parlementaires parce que ils touchent la loi, euh, le budget, la stratégie nationale. Euh, un exemple très utile pour matérialiser ce basculement, la France a adopté une loi de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire 2024-2030. D'ailleurs, tous les ans, hein, enfin tous les ans, on a cette LPM. Les crédits avaient été mis, enfin, en tout cas, les crédits avaient été augmentés. Nous étions passés à 413, 413,2 ou 3 milliards d'euros. Euh, on pourrait se dire comme ça, oui, mais ce n'est qu'un chiffre, mais absolument pas. Je pense que ça nous met face à ça nous donne le diagnostic réel sur l'état du monde. Euh, et cela dit surtout que nous entrons dans une période plus dure, plus incertaine, absolument, et plus contestée. Mais bon, cela ne veut pas non plus dire, il faudrait quand même aussi apporter une certaine nuance, cela ne veut pas dire que tout se militarise ou autre. Hein. Non, cela veut dire que la sécurité, l'énergie, la technologie, la souveraineté redeviennent des déterminants centraux. Et ce qu'on appelle aujourd'hui multipolarité en pratique, c'est surtout la fin d'un monde où je pense qu'on croyait que les règles, ouais, que les règles suffisaient. Et dans ce contexte global, j'aimerais aussi faire un focus sur l'Afrique. Hein. C'est parce que je rappelle que vous êtes franco-congolaise comme moi, et donc c'est vraiment dans ce contexte global vraiment de comprendre la place que l'Afrique devrait ou doit occuper dans cet ordre international en recomposition, en mutation. Finalement, aujourd'hui, quand on observe l'Afrique, il y a une réalité, hein, on constate que l'Afrique, elle est convoitée notamment pour des enjeux de ressources. Vous avez beaucoup parlé d'énergie. Et comment, d'un point de vue géostratégique, vous qui êtes spécialiste en géostratégie, comment les pays africains peuvent-ils aujourd'hui tirer leur épingle du jeu, si je peux me permettre de le dire comme ça, dans ces nouveaux rapports de force? Alors, moi, j'ai en horreur lorsqu'on parle de l'Afrique comme étant un bloc monolithique parce que selon que l'on est au nord, au sud, à l'est ou à l'est, euh, tout diffère. L'Afrique est centrale, c'est vrai, en termes de géopolitique, en termes de géostratégie, mais l'Afrique n'est pas un bloc parce que selon aussi que l'on soit francophone, lusophone, francophone, je sais même pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, selon d'ailleurs l'inscription linguistique dans laquelle les pays se trouvent, il y a aussi des trajectoires diverses. Après, sur le fond, la place de l'Afrique est centrale hein, pour trois raisons. Pour des raisons démographiques, pour des raisons énergétiques, et surtout pour sa position stratégique. Euh, Selon, de mémoire, selon certaines projections, souvent reprises d'ailleurs par les institutions
internationale, l'Afrique devrait, d'ici 2050, avoisiner, les 2,4 milliards d'habitants. C'est énorme et ce basculement, démographique, fait que l'Afrique, est un acteur incontournable, des équilibres mondiaux et je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire, la même chose et je pense que les pays africains, s'ils veulent réellement et ça c'est une projection, personnelle, hein, de ma part, si les pays africains veulent tirer leur épingle, du jeu, je pense qu'il est important qu'aujourd'hui réellement, ils sécurisent, leurs intérêts dans les négociations, les contrats, la fiscalité, et autres. Il est aussi important qu'ils investissent dans la transformation locale, des ressources, hein, sans forcément faire d'acquisition à quiconque. Je pense qu'il faut aussi diversifier, les partenariats. C'est vrai qu'on est déjà en plein dedans, l'Afrique, certains pays, le font déjà, diversifier leurs partenariats pour, éviter, la dépendance, unique et surtout inutile et puis, je dirais aussi qu'il est, important, de renforcer, oui, leur cohérence, institutionnelle, leur cohérence gouvernementale, aussi. Parce que, sans la stabilité, la négociation, devient défensive et j'aimerais quand même dire quelque chose, peut-être que d'aucuns ne souhaitent pas se l'avouer ou ne souhaitent pas le dire. Hem, Être courtisé, parce que c'est l'état actuel de l'Afrique, être courtisé n'est pas un pouvoir, hein. Le pouvoir, c'est d'avoir des conditions, une vision et surtout la capacité de dire non, bien évidemment et je pense que dans ce nouvel ordre, la question n'est pas de savoir qui vient vers nous. La question est, de savoir à quelles conditions vous acceptez. Vous voyez, il y a une nuance et un rapport différent entre ces 2 notions-là. Le plus important, c'est pas, oui, combien de personnes viennent vers nous, qui sont-ils? Mais c'est à quelles conditions ils peuvent accepter ce que nous imposons. Vous voyez? Être courtisé n'est pas un pouvoir, pour reprendre vos propos, mais d'une certaine manière, être courtisé peut nous donner le pouvoir. Oui et non, je pense qu'il faut prendre, il faut prendre ça avec, être courtisé peut non, parce que l'Afrique est aujourd'hui courtisée et je ne vois pas quel est son pouvoir. Vous voyez? Donc l'Amérique latine, certains pays de l'Amérique latine, sont courtisés. Je pense notamment, au Venezuela, je ne vois pas quel est le pouvoir du Venezuela. Donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est en ce sens que je dis être courtisé n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent nous avoir qu'effectivement nous avons le réel pouvoir, absolument pas. Parce que si l'Afrique en l'état actuel des choses, si en termes voilà, de rapport de force, l'Afrique se pose en tant que bloc, hein, régional, l'Afrique se pose comme étant la région faible, ça sert à rien d'être courtisé finalement. J'ai envie de vous poser donc une question pour peut-être aller plus loin sur la réflexion ou alors peut-être même pour clore sur cette séquence. On a évoqué donc, on a parlé donc de mutation, de recomposition, etc. Et finalement, au regard de tout ce que vous avez évoqué, comment est-ce que vous, aujourd'hui, Loïc, vous voyez donc cette évolution de la gouvernance mondiale, à la fois en tant que Loïc et à la fois en tant que Loïc, conseillère, voilà, au sein du Sénat. Je ne scinde pas les deux. Non, il n'y a pas de dysphorie de personnalité. Non, les deux Loïc voient exactement la même chose et sont lucides sur certaines choses. Euh, je pense que la gouvernance mondiale traverse une crise de crédibilité plus qu'autre chose. Il est vrai que les règles existent, mais la volonté de s'y soumettre s'érode. Donc je pense que nous basculons plutôt vers un nouveau paradigme. Euh, on va plutôt vers une gouvernance beaucoup plus fragmentée, où on peut apercevoir des coalitions à géométrie variable, des accords sectoriels,
et une guerre des normes, notamment via les technologies, les data, le climat encore par exemple, ou même la finance, hein. Mais moins vers un ordre, mais ouais, moins un ordre, oui, moins vers un ordre, plus plutôt vers vers, vers des systèmes. Alors, on a parlé donc de gouvernance mondiale et on arrive donc naturellement hein, au dernier volet de notre échange. Comme je le dis toujours, vraiment le cœur de ce podcast, la place des femmes dans la gouvernance mondiale, d'où le nom Women Shaping Diplomacy. Et c'est vrai que cette question de la représentation des femmes est une question clairement hein, d'actualité. Aujourd'hui, les chiffres le montrent encore. Les femmes sont globalement sous-représentées, même si les tendances évoluent. J'aimerais juste apporter quelques chiffres que j'ai pu recueillir, Loïc, en préparant notre échange, et ensuite on pourra donc rebondir dessus. Ce sont des chiffres donc qui ont été publiés par l'ONU fin 2025, donc très exactement donc en septembre 2025. Seulement 29 pays aujourd'hui où 32 femmes sont chefs d'État et ou membres de gouvernement. Seulement 27,2% de tous les parlementaires nationaux donc, sont des femmes. Au niveau mondial, donc 21 États dans lesquels les femmes représentent moins de 10% des parlementaires dans les chambres uniques ou basses et dont 3 chambres basses ne comptent aucune femme. Bon, j'ai pas relevé tous les chiffres, mais voilà, ces chiffres m'ont semblé quand même assez pertinents puisque vous êtes aujourd'hui vous faites partie intégrante donc de la diplomatie parlementaire, donc j'ai jugé vraiment important de relever ces chiffres-là. Ma question est la suivante, Loïc. Déjà, premièrement, est-ce que selon vous, aujourd'hui, les femmes sont suffisamment bien représentées au Sénat, au sein du Parlement français, je dirais de manière générale? Évidemment qu'on rêverait qu'il y ait davantage de femmes au Parlement. Au Sénat, je dirais que la progression se fait lentement, mais toute progression se fait toujours de façon incrémentale. Elle se fait. Les femmes, c'est vrai, il y a davantage de femmes. Euh, et d'ailleurs, elles sont davantage aussi, elles sont plus jeunes que habituellement. On a beaucoup plus de femmes qui se présentent. Je pense notamment à la plus jeune sénatrice du Sénat, qui s'appelle Mathilde Olivier, qui est une sénatrice des Français de l'étranger, du groupe écologiste. Il me semble que elle doit avoir 32 ans, quelque chose comme ça. Je pense même aussi à Rémi Cardon, hein, qui est sénateur, je crois, de la Somme, c'est ça. Pareil, qui fait partie, je crois, des deux plus jeunes sénateurs, euh, 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 voilà, à l'Assemblée nationale aussi. Après, l'Assemblée nationale et le Sénat sont assez différents puisque l'Assemblée nationale est vraiment à l'image de la représentation nationale. Oui. Il me semble que c'est Louis Boyard, hein, le plus jeune député. Donc voilà. On a des basculements, on a des changements, on a des changements. Je pense qu'il y aura davantage de femmes qui se présenteront. En tout cas, je l'espère. Ça avance, c'est lent, mais ça avance, comme tout progrès d'ailleurs. Et justement, on a vu donc il y a quelques années des lois comme la loi Zimmermann-Copé ou la loi Rixin encore. Et corrigez-moi si je me trompe. Donc ces lois, elles concernent principalement le secteur Absolument. privé pour justement encourager une meilleure représentation des femmes donc sur des postes, on va dire décisionnels, sur des postes liés à la gouvernance. Mais finalement, j'aimerais dire, est-ce que, même si ces lois aujourd'hui concernent principalement le secteur privé, cette question, elle se pose, j'ai envie de dire, un peu partout, hein, au final. Est-ce que vous trouvez que ces lois ont eu un impact aujourd'hui? Est-ce que, à l'issue de ces lois aujourd'hui, on observe une meilleure représentation des femmes dans ces espaces-là? Je pense que c'est très important d'abord de rappeler que ces lois existent, hein. Effectivement, bien elles ont eu un effet d'entraînement indéniable, surtout dans le secteur privé, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des lois qui existent. Euh, mais je dirais quand même aussi une vérité assez simple. Il est vrai que la loi ouvre des portes, oui c'est vrai, mais la loi ne garantit pas que l'on vous laisse réellement
une place réelle autour de la table, hein. Des sujets de parité, on en discute tous les jours. Euh, mais ce n'est pas pour autant que mécaniquement, vous allez voir un boom de la présence des femmes dans des lieux de décision. Voyez, ça reste quand même très très lent. Je ne dis pas que nous sommes dans l'ère encore du discours. Non, nous sommes, je pense, dans l'ère de l'application, mais cette application se fait, oui, se fait de façon encore trop lente. Mais alors finalement, tout justement, la loi ne suffit pas. Au-delà des lois, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels sont les leviers tout justement pour faire évoluer en fait cette manière de voir en fait la gouvernance et intégrer davantage les femmes? Alors, je pense que un des freins majeurs, c'est l'informel. C'est ce que les gens soit minimisent, soit ne voient pas suffisamment. Et quand je parle d'informel, je parle des réseaux. Les gens n'aiment pas trop ce mot, mais cooptation, euh, crédibilité et autres. Et en fait, nous avons beaucoup de femmes. Alors, beaucoup de femmes ne sortent pas par manque de compétences, mais par un épuisement, je pense, relationnel et par coup aussi réputationnel. Et ça, c'est ce que malheureusement, ça ne se mesure pas en termes de statistiques. C'est peut-être malheureux d'ailleurs. Euh, al- il y a tellement de leviers, hein. Vous voyez, ce que je peux dire n'est pas ma vérité ne sera pas forcément la vérité de quelqu'un d'autre, ou ma vision ne sera pas forcément la vision de quelqu'un d'autre. Mais on voit par exemple que les hommes agissent beaucoup en réseau. Je pense qu'il faudrait davantage de réseaux pour que les femmes puissent effectivement euh, saisir les codes qu'on ne veut pas forcément effectivement leur, leur présenter. Je pense qu'il faudrait aussi facilement, comme les hommes, que les femmes puissent être euh, sans forcément tomber dans un complotisme quelconque, hein, mais que les femmes aussi puissent être cooptées, surtout lorsque la compétence est réelle. Je parle pas de cooptation parce que tu es l'ami de quelqu'un, non, mais vraiment lorsque la compétence est réelle et que la personne en sait qu'elle peut apporter un certain souffle à la structure. Donc, il y a effectivement encore beaucoup de choses à défricher sur ce sujet-là. Rien n'est figé. D'ailleurs, c'est très bien que rien ne soit figé. Et voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je peux dire à mon modeste niveau. Et on va poursuivre dans quelques instants justement avec une initiative qui vous tient tant à cœur, que vous portez. Mais avant, il y a une question que je ne vous ai pas posée qui pour moi est quand même assez importante. C'est vrai que souvent quand on prône donc une meilleure représentation des femmes, certains vont y voir un discours de féministe alors que pas du tout. Et en quoi, selon vous, tout justement, Loïc, le fait d'avoir plus de femmes dans ces espaces de gouvernance mondiale, en quoi ça influencerait la manière dont penser en fait et exercer le pouvoir aujourd'hui? Alors, une chose, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de femmes pour le simple plaisir d'avoir plus de femmes, sinon ça ne sert à rien. Euh, Parce que avoir plus de femmes si elles ne sont pas compétentes, ce n'est pas intéressant. Je pense que ce qui intéresse aujourd'hui, c'est comment les gens compétents peuvent faire avancer un certain domaine, vous voyez. Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, je dirais déjà que les femmes et les hommes ont bien évidemment des conceptions, des conceptions des rapports, oui, des rapports humains différents. Euh, J'aime toujours à dire que les hommes sont beaucoup plus dans le va-t-en-guérisme, lorsque les femmes sont beaucoup plus. C'est pour ça que vous retrouvez énormément de femmes dans la diplomatie, parce que ce sont des échanges, même si effectivement il y a certains rapports de force, hein, bien évidemment, mais on est toujours dans ces espaces de dialogue, euh, dans ces espaces de concession. Voyez ce que les hommes, je trouve hein, vraiment avec ce que j'ai pu voir, constater, euh, les femmes ont une autre approche des relations humaines, des relations internationales, qui seront plus dans le soft que dans le hard power. Vous voyez, qui est vraiment, pour moi, je le trouve très propre aux hommes. Vraiment, je le disais, très dans le va-t-en-guerre, très dans le
allons à la guerre lorsque les femmes ont plutôt temporisé, essayer de trouver d'autres facteurs, de d'entente, de discussion, et autres. Donc oui, je pense que l'approche, différente, plus soft, des femmes, oui, peut permettre à ce qu'on ait un monde, à mon sens, un peu plus apaisé. En ce qui vous concerne, donc je l'ai évoqué il y a quelques instants, vous avez donc fondé le Cercle Kassaï, dont vous êtes également la présidente. Le Cercle Kassaï, donc un espace de réflexion, entre autres, hein, sur la place des femmes dans ces espaces de décision. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et nous expliquer encore une fois en quoi concrètement le Cercle Kassaï aujourd'hui vient répondre à un besoin et compléter peut-être tout ce qui est déjà mis en place pour une meilleure représentation des femmes dans la gouvernance? Alors, de façon assez brève, le cercle CASA est un espace de réflexion, et de préparation à la décision. C'est un réseau, c'est aussi un réseau de femmes, hein, heu, voilà. Donc quand je parle de préparation à la décision, donc on a une certaine culture stratégique, on apprend les codes, il y a aussi beaucoup de de réseautage, ou de réseautage, j'entends par là, de l'aide, de l'entraide, puisque à mon sens, personne, nul ne se fait seul dans ce monde, et surtout on y apporte une certaine discipline, intellectuelle. Le cercle est né, d'un constat relativement simple, celui que beaucoup de femmes ont la compétence, mais pas les leviers, invisibles qui permettent d'entrer et de durer dans ce qu'on appelle des milieux, codifiés, et je pense qu'on ne le dit pas assez, les codes ne sont pas neutres, hein, soyons quand même assez, assez transparents là-dessus. Les codes ne sont pas neutres, hein, ils sélectionnent. Hem, donc voilà, et je pense que l'institution, comme je l'ai dit, je l'ai dit d'ailleurs, hem, tout à l'heure, le cercle, enfin, l'institution agit par la loi, et les politiques publiques, et ce que j'essaye d'apporter, avec, le cercle, c'est que nous agissons plutôt par la préparation. Hem, Notamment, voilà, on essaye d'aider, à transformer, une opportunité, réelle, d'influence, et je ne veux pas seulement, qu'on pense que les femmes, je ne veux pas seulement que les femmes, que des femmes entrent, absolument pas, ça ne m'intéresse pas, c'est assez insuffisant. Je veux qu'elles sachent, tenir, leur place, et la transformer sans se perdre, et quand je dis sans se perdre, c'est sans renier, leur identité. Voilà. Quels sont les critères ou alors comment intégrer le cercle Kassaï aujourd'hui pour toutes les femmes qui potentiellement seraient intéressées? Être une femme, c'est déjà suffisant. Loïc, on arrive au terme de notre échange. C'est passé tellement vite, hein. On a dit beaucoup de choses. Malheureusement, on ne peut pas tout dire. La dernière question que j'aimerais vous poser, donc pour conclure, quel message aujourd'hui souhaiteriez-vous adresser aux femmes qui hésitent encore à s'engager dans la diplomatie et à prendre leur place, hein, dans tous ces espaces de pouvoir que nous avons évoqués? Bien, je leur dirais n'attendez pas, d'être prête, à 100. On devient prête en entrant. Hem, il faut travailler la compétence. Oui, absolument. Je suis assez pointilleuse sur cela. Il faut travailler la compétence. Hem, Aussi une certaine posture, bien évidemment, une certaine clarté. Hem, Aussi façonner d'ailleurs, son réseau. C'est quelque chose, qu'on devrait davantage mettre en lumière, hein. On ne parle pas assez de la façon dont le réseau est important, et d'ailleurs même parfois il conditionne même tout, hein, parfois, très souvent d'ailleurs, il conditionne tout. Hem Et surtout, ayez le courage de rester, quand c'est confortable, et lorsqu'on veut surtout vous mettre dans une position d'inconfort. Parce que, j'aime à dire que le pouvoir ne se donne pas, hem,
d'aucuns pourraient dire qu'il se prend, mais moi je dirais qu'il s'arrache. Et en voudrant aussi rendre hommage à Frantz Fanon, je dirais que toute génération de femmes doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir. Ne pas attendre, travailler la compétence et vous l'avez dit, le pouvoir s'arrache et j'aime beaucoup parce que je le dis souvent aussi. Merci beaucoup Loïc pour cet échange. Avec plaisir Rachel, merci beaucoup pour votre invitation. Merci donc pour la clarté vraiment de vos analyses, c'est vrai que et pour aussi le regard que vous nous avez permis de porter aujourd'hui sur le rôle du Sénat, à la fois le rôle du Parlement et aussi sur la diplomatie parlementaire de manière générale. Vous nous avez aussi partagé votre regard sur les grandes recompositions géopolitiques en cours et il y a une phrase que j'aime dire souvent et cet échange l'a confirmé d'ailleurs. Pour comprendre aujourd'hui pour impacter, je dirais, le monde, pour s'asseoir à la table des décideurs, il est important de comprendre comment se prennent les décisions. Et à vous qui nous écoutez, donc j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Dans un monde en recomposition, quelle place souhaitons-nous donner à nos institutions pour qu'elles soient davantage à l'écoute des attentes des sociétés? Et comment faire en sorte que ces espaces de pouvoir reflètent mieux la diversité des sociétés qu'ils représentent? Merci donc de nous avoir suivis. À très vite pour un nouvel épisode de Women Shaping Diplomacy, votre podcast qui décrypte le monde à travers celles qui le façonnent.